Bonjour à tous, bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Bon bah ça y est, c'est notre dernière entrevue avant l'élection du président de la République. Globalement, vous diriez quoi de cette dernière semaine de campagne? Que c'est une bataille à coups de symboles? Que c'est très nerveux, comme toujours les dernières semaines, et qu'effectivement, chacun des deux candidats a tendance à recourir aux stéréotypes classiques de son camp. Ouais. Des usines, des commémorations, des ralliements entre hommes et entre partis, des meetings à quatre mains et à deux voix. Vous trouvez aussi que cet entre-deux-tours est particulièrement intense ou on oublie à chaque fois comment ça s'est passé? Non, il est intense parce qu'il y a l'extrême droite au second tour et que l'extrême droite est maintenant à un niveau élevé. Autrement dit qu'on ne peut pas écarter l'hypothèse d'une victoire. Le problème ne se posait pas en 2002. Donc c'est normal qu'il y ait une intensité particulière. Cela étant, je trouve que Marine Le Pen, dans la bataille, est très offensive et que Emmanuel Macron, dans son débat, aura besoin de montrer qu'il est aussi dur. Alors analysons cet entre-deux-tours. Début poussif d'Emmanuel Macron, bonne entame de Marine Le Pen. Emmanuel Macron revient dans la course. Marine Le Pen se marie avec Nicolas Dupont-Aignan, met de l'eau dans son Europe. Emmanuel Macron se séduit Jean-Louis Borloo. Et pendant ce temps, tout le monde s'en prend à Jean-Luc Mélenchon qui a du mal à appeler à voter pour l'inspirateur de la loi El Khomri. C'est ça, en gros? Oui, en gros, c'est ça. Alors, il faut peut-être le reprendre point par point parce que ça fait trop de choses. En ce qui concerne Marine Le Pen, c'est vrai qu'elle a eu un début de campagne d'entre-deux tours plus rapide, plus offensif que celui d'Emmanuel Macron. Bon, mais, alors ça, je trouve qu'on ne le souligne pas assez, le fait qu'elle ait fait un grand pas en arrière en ce qui concerne la mise en place d'un franc à la place de l'euro. Donc, en clair, la sortie de l'Europe. Le fait que là-dessus, elle ait changé pendant l'entre-deux tours, c'est gigantesque. Il faut se rappeler que le mois dernier, c'est elle qui disait encore « Si je ne sors pas de l'euro, il y a 70% de mon programme économique que je ne peux pas appliquer ». Donc elle est en train de jouer avec le cœur de son projet, avec le drapeau qu'elle a agité. Donc ça, c'est un bouleversement incroyable. Alors Macron, il commet des erreurs, il fait des maladresses, il sort des vacheries inutiles en direction, par exemple, de François Baroin ou de Cambadélis. Mais ça n'a rien à voir. Là, c'est le fond du programme de Marine Le Pen, décrété par elle-même, le fond du programme, sur lequel, brusquement, elle étend une nappe de brouillard. Alors, pour le coup, j'ai jamais vu ça dans une campagne présidentielle. Est-ce que c'est quand même pas elle qui a donné le là cette semaine? Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen a su réveiller Emmanuel Macron, qui avait confondu gagner une bataille et gagner une guerre? Pour vous dire les choses vraiment comme je les pense, je crois que Marine Le Pen a de grandes qualités de candidate et de petites qualités de présidente. Et que Emmanuel Macron a de grandes qualités de président et de petites qualités de candidat. Ça a le mérite d'être clair. Et Emmanuel Macron, il est meilleur quand il est challengé? Ah oui. C'est ça? Mais si vous voulez, Marine Le Pen en permanence, elle est polémique. Bon, Emmanuel Macron, par tempérament, il est pédagogue. Bon, les pédagogues, c'est moins drôle que les polémistes. Hein. Et ils ont besoin d'être souvent piqués pour devenir plus animés. Et ben, lui, il est dans cet état-là. Parlons de l'événement de la semaine, l'union entre Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen. Vous l'avez vu arriver, ce mariage? Oh, je ne suis pas très étonné parce que je trouvais quand même d'abord que leur programme était très proche, que leur style était très proche et que leur forme de démagogie était très proche. Donc je ne peux pas du tout dire que je sois étonné. Vous savez, je ne suis pas sûr que ça soit l'événement de la semaine. Je pense que l'histoire de la sortie de l'euro est mille fois plus importante. Parce que Dupont-Aignan, en réalité, ses électeurs, ils avaient déjà fait leur choix, on le voit bien, puisqu'on avait des sondages avec la façon dont les électeurs de Dupont-Aignan se répartissaient avant leur alliance et maintenant. Et on s'aperçoit que non, il y en a en gros une petite moitié qui votera pour Marine Le Pen, et puis un quart qui s'abstiendra et un quart qui votera pour Macron. Donc en fait, le bénéficiaire de l'alliance Dupont-Aignan-Marine Le Pen, c'est Dupont-Aignan parce que du coup, il se voit décoré du titre honorifique, évidemment, de Premier ministre virtuel. Alors c'est son rêve, sûrement, d'être Premier ministre réel, mais je ne suis pas sûr qu'il en soit à la veille. Et comment vous le qualifieriez, ce mariage d'amour ou de raison? Oh, de raison. Clairement. Il suffit de se rappeler ce que d'ailleurs lui disait d'elle il y a encore 2 mois. Que signifie le fait que Nicolas Dupont-Aignan ouvre le meeting de Marine Le Pen hier? Il n'est que la première partie de la star Marine Le Pen, ou au contraire, il est l'introduction, le pont indispensable vers la présidentielle? Disons qu'il est une tentative pour élargir l'audience de Marine Le Pen, ce qui, du point de vue de Marine Le Pen, est tout à fait justifié. Elle a intérêt à faire ça dans la dernière semaine.
Mais enfin, là où elle va jouer vraiment très gros, ça n'est pas un meeting avec Dupont-Aignan. C'est évidemment dans le débat contre Emmanuel Macron. Cet accord de gouvernement a beaucoup fait parler. Je profite d'avoir un expert comme vous pour démêler le vrai du faux. Alors on y va. La vraie raison du rapprochement entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan relève du besoin de payer ses frais de campagne, debout la France n'ayant pas obtenu les 5% de votes requis pour se faire rembourser, totalement rembourser, vrai ou faux? Non, moi je dirais que ça relève d'abord de la vanité. Il est à la recherche d'un rôle depuis 30 ans. Il ne l'a jamais atteint. Cette fois-ci, il l'a atteint au moins dans les médias. C'est Nicolas Dupont-Aignan qui a rappelé Marine Le Pen au lendemain du premier tour, vrai ou faux? Alors franchement, je n'en sais rien. Je pense que c'est surtout le beau-frère Olivier qui a été un pont. Le beau-frère de Marine Le Pen qui a été un pont avec Nicolas Dupont-Aignan. Le Front National a fait une véritable danse du ventre à Nicolas Dupont-Aignan. C'est ce qu'il dit, vrai ou faux? Non, c'est une négociation. C'est une négociation. Le rôle pratique de Nicolas Dupont-Aignan, c'est un peu d'être le cache-sexe du recul sur l'euro. Parce que les deux sont présentés conjointement. Même les deux sont présentés comme s'ils étaient des jumeaux. Marine Le Pen, qui effectivement appuie sur le frein, ou même plus au sujet de l'euro, datait d'avant l'accord avec Nicolas Dupont-Aignan, vrai ou faux? Je pense que Marine Le Pen se posait la question depuis pas mal de jours parce qu'elle est réaliste. Bon, sa conviction, c'est qu'il faut sortir de l'euro et de l'Europe, même son obsession. Mais en même temps, elle voit bien qu'il y a 70% des Français qui sont contre. Donc c'est quand même son handicap numéro un. Donc c'est à cause des instituts de sondage. Donc elle a sacrifié sa conviction numéro un à son handicap numéro un. Nicolas Dupont-Aignan a volontairement affaibli la droite au premier tour de façon à favoriser le Front National au second tour, vrai ou faux? Bon non, il s'est présenté comme il se présente à chaque fois qu'il le peut, sous ses propres couleurs. Et moi j'avais été quand même assez impressionné par le score qu'il avait atteint, parce que 4,7, ça n'est pas ridicule. Hein. C'est de l'ordre, je veux dire, de chevènement dans d'autres circonstances. C'est le meilleur score en gros des écologies, c'est le meilleur score de l'extrême gauche. Ça n'est pas ridicule. Ça prouve que il y a une sensibilité qui est à la fois nationaliste, conservatrice, et en même temps qui n'est pas exactement d'extrême droite. Bon, il y a ce rapprochement avec Marine Le Pen, c'est bien pour lui, et c'est pas mal pour elle. Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen voulaient faire exploser la droite, c'est plutôt réussi? Non. Je ne pense pas que la droite soit explosée. Je pense qu'il y a évidemment des tensions, comme toujours après une défaite aussi sévère. Mais je pense que la droite restera unie pendant la campagne législative. Son moment de vérité, ça sera après. Ça sera au moment où l'Assemblée nationale se rassemblera, où vraisemblablement Emmanuel Macron présentera un gouvernement et où à ce moment-là, il faudra se déterminer. Et là, il est très possible qu'à l'intérieur de la droite, il y ait des comportements différents, les uns prêts à soutenir une expérience qui leur paraît intéressante et les autres s'y refusant absolument et ne pensant qu'à l'opposition. Une dernière question sur Dupont-Aignan et Marine Le Pen. Ce rapprochement peut vraiment changer les choses, ou c'est surtout et avant tout un verrou qui saute? Je pense que, alors c'est un symbole, vous avez raison, c'est un symbole, ça prouve que le Front républicain, c'est quelque chose qui a existé en 2002 et qui n'existe pas aujourd'hui. Est-ce que ça bouleverse le rapport des forces? Pas du tout. D'ailleurs, on voit bien dans les intentions de voix. Il y a eu, hier, je regardais, il y a eu 4 sondages qui sont arrivés. Les 4 indiquaient des chiffres tout à fait comparables. Et il y a eu des variations de plus ou moins 1 point par rapport à il y a 8 jours. Non, le rapport des forces n'a pas été modifié. En comparaison, le rapprochement d'Emmanuel Macron avec Jean-Louis Borloo, candidat à rien. Vous en pensez quoi? Je pense que Jean-Louis Borloo, il s'est un peu fait attendre, mais enfin ça c'est son tempérament. Ouais. C'est un séducteur, il aime bien qu'on lui demande beaucoup et que ça apparaisse comme très important quand il arrive. Cela dit, je trouve qu'il s'est très bien exprimé et que le fait justement de n'être demandeur d'aucun poste, ça rend plus intéressant et plus crédible ce qu'il représente. En plus, Jean-Louis Borloo, il a quand même un avantage très très rare chez les hommes politiques français. C'est que là où il est passé, il a réussi. Valenciennes qu'il a littéralement ressuscité. Mais quand il était ministre de l'Environnement, il a fait du bon travail. Vous vous rappelez la fameuse convention sur l'environnement, etc. Il a fait du bon travail, et dont d'ailleurs ont bénéficié ses successeurs. Et quand il était ministre de la Ville, il a quand même mis sur pied le programme de rénovation urbaine le plus ambitieux depuis la Libération. Donc, c'est quelqu'un qui est un constructeur. Alors maintenant, c'est aussi quelqu'un qui est un individualiste. Hein. Selon vous, il n'est vraiment candidat à rien, Jean-Louis Borloo, ou il a des ambitions secrètes comme tout le monde? Des ambitions, vous savez, il a réussi pas mal de choses, y compris professionnellement comme avocat d'affaires.
Je crois que si on lui propose, si les circonstances font qu'on lui propose quelque chose d'intéressant, bah peut-être. Mais ça n'est pas un obsédé. Je veux dire, c'est pas un carriériste. D'ailleurs, la preuve, c'est que ça fait plusieurs années qu'il ne faisait plus de politique et qu'il s'occupait de l'Afrique. Ce qui était une très bonne idée. Il n'y a pas assez de gens qui s'occupent de l'Afrique parce que c'est notre intérêt de s'occuper de l'Afrique, parce que c'est le seul moyen à terme, d'abord de rendre un peu plus humaine la vie dans ce continent et d'autre part de régler le problème de l'immigration. Si on ne développe pas l'Afrique, on développera l'immigration. Jean-Luc Mélenchon s'est prononcé contre Marine Le Pen, mais pas pour Emmanuel Macron. Vous comprenez sa démarche, c'est la seule manière de pouvoir s'opposer à Emmanuel Macron après le second tour s'il est président? C'est-à-dire que ce que démontre très clairement Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il pense plus à affaiblir Emmanuel Macron après son éventuelle victoire, plutôt que d'affaiblir aujourd'hui Marine Le Pen avant le vote. Bon, c'est un pari assez cynique et extrêmement politicien. On a eu, avant le premier tour, un Mélenchon lyrique, historique, littéraire, extraordinairement convaincant auprès d'une partie de la population. Et puis là, on voit un autre Mélenchon qui fait ses petits calculs et qui se dit, si je veux avoir un rôle, il faut que je sois le patron d'une opposition de gauche, donc il faut que Macron soit le plus faible possible. Ça s'appelle très exactement jouer avec le feu. Et alors la prochaine fois qu'il nous donnera, comme il en a le goût, des leçons de vertu républicaine et de conscience historique, il y aura de quoi lui répondre. Alain, je vous propose une analyse comparée de la semaine. Qui s'en est le mieux sorti sur Whirlpool, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron? Marine Le Pen. Qui a fait les meilleures alliances cette semaine? Emmanuel Macron. Qui a fait le plus de coups de com'? Marine Le Pen. Qui a été le meilleur dans les dernières interviews télé? Non, égalité. À la télévision, égalité. Quand ils sont interrogés, elle a sa pugnacité et il a sa compétence et les deux choses ressortent. Donc ça n'est pas là où il se différencie. Là où il se différencie, c'est dans des meetings et sur le terrain. On voit bien que Macron, je répète, Macron est un pédagogue et elle est une démagogue. Les démagogues sont plus amusantes à suivre que les pédagogues. Qui sera, à votre avis, le meilleur lors du prochain débat? Je ne sais pas. Je ne sais pas et je me réjouis de ne pas le savoir. Qui a fait le meilleur meeting hier? J'ai suivi les deux du début à la fin. Les deux ont été extraordinairement applaudis par la Rassemblée, c'était intéressant. Le meeting de Marine Le Pen était quasiment familial. Le meeting d'Emmanuel Macron était extraordinairement juvénile. Alors je donnerais peut-être un avantage, honnêtement. D'ailleurs, il faut toujours essayer d'être honnête. Je pense que Marine Le Pen est meilleur orateur qu'Emmanuel Macron. Mais je pense qu'Emmanuel Macron a su faire passer quelque chose que ne peut pas faire passer Marine Le Pen, parce que ça va à l'encontre de toutes ses convictions, qui est une forme de confiance ou d'optimisme. Et d'ailleurs, il avait un auditoire, une assistance très juvénile, qui visiblement était dans cet état d'esprit. Et je trouve que dans notre pays tellement pessimiste, un candidat qui arrive à faire passer un peu d'optimisme, c'est d'une originalité prodigieuse. Qui a fait le plus d'erreurs cette semaine? Tactiquement, Macron fait des erreurs, ça, il n'y a aucun doute. Mais c'est un débutant. C'est un cas totalement atypique. Il n'existait pas politiquement il y a 2 ans. Son mouvement n'existait pas il y a 1 an. Bon, évidemment, il n'a pas les réflexes d'un briscard qui fait de la politique depuis 30 ans. Qui a le mieux utilisé un mot qu'on a beaucoup entendu cette semaine, héritier? Emmanuel Macron dit que Marine Le Pen est une héritière. Marine Le Pen dit d'Emmanuel Macron qu'il est l'héritier de François Hollande. Marine Le Pen est une héritière à tous les sens du mot, de son père, de son mouvement, de sa fortune, enfin, etc. Ça, c'est un fait. Emmanuel Macron, je dirais que c'est un faux héritier. Parce que c'est vrai qu'il a été fait politiquement par François Hollande, mais dès le départ, même quand il était secrétaire général adjoint de la présidence, donc conseiller du président, il se construisait aussi sur le fait qu'il considérait en permanence, non pas que François Hollande se trompait, mais que François Hollande n'allait jamais assez loin, manquait d'audace. Et foncièrement, c'est ce que lui essaye de faire passer, de l'audace. Donc c'est pas un combat d'héritier, cette élection? C'est le combat d'une vraie héritière et d'un faux héritier. Qui a été le plus crédible en futur président cette semaine? Cette semaine, comme les semaines précédentes, Emmanuel Macron, il a un programme qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui d'ailleurs n'a pas d'avantage pour tout le monde, autrement ça ne serait pas pédagogue.
il ne serait pas pédagogique. Disons qu'il est plus présidentiable. Elle est bien meilleure en campagne et lui, il a un programme et un début d'expérience de quelqu'un qui peut diriger un exécutif. Ce ne sont pas les mêmes qualités, ce ne sont pas les mêmes défauts. Qui a sorti la meilleure affiche pour cette dernière semaine? Elles se valent, mais je trouve qu'elles ne sont pas prodigieuses, ni l'une ni l'autre. Ouais. Je veux dire, quand il y avait eu la fameuse affiche de François Mitterrand avec l'église en fond de paysage, etc., on s'est dit tous, quelle trouvaille, quelle originalité, quelle audace. Là, on se dit, bon, c'est du bon travail, quoi. Je dirais que esthétiquement, Marine Le Pen est très à son avantage sur son affiche. Quel serait le titre de votre édito aujourd'hui, Alain? À la veille du moment définitif. Et alors la question récurrente pour terminer, qui sera le prochain président de la République française? C'est une question que je vous pose depuis des mois, mais là c'est dans une semaine. C'est même un peu moins. À moins d'une semaine même. Je répondrai Emmanuel Macron, parce que c'est ce qui ressort de tous les sondages sans exception. Maintenant, il faut se rappeler que c'est une avance dont il dispose, mais que ça n'est pas une avance gigantesque. Donc le débat va être un moment important. Est-ce que vous commencez à avoir des doutes à quelques jours du second tour? Non, des doutes non, mais enfin, Marine Le Pen, en campagne, est un animal très redoutable. Merci beaucoup, Alain